Merci d'être revenu vers nous pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Cette fois-ci, nous allons parler de l'IA, un démultiplicateur d'effets pour la cyberdéfense. Et nous aurons avec nous quatre intervenants que je vais inviter à me rejoindre sur scène. D'abord, Pierre-François Guimnez, chercheur et professeur à Centrale Supélec. Grégory Blanc, enseignant-chercheur réseau et sécurité télécom Sud Paris. Anne Frassati, chercheuse au CEA et directrice du laboratoire ITSEF. Et Alexis Olivereau, chercheur au CEA, directeur du laboratoire Système de communication. Merci de m'avoir rejoint. Alors, nous allons commencer peut-être par contextualiser cette table ronde et contextualiser en ayant un peu de retour et d'informations sur vos différents parcours. Je vais commencer par vous, Alexis. Bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai la responsabilité du laboratoire des systèmes communicants, qui est un laboratoire du CEA List. C'est un laboratoire dans lequel nous avons vocation à rendre les communications réseau dignes de confiance. Alors c'est un bien grand mot. On recouvre par là plusieurs propriétés qui vont de la performance à la résilience, et il y a également un fort volet, vous l'imaginez bien, cybersécurité. Pour la cybersécurité, la thématique principale que nous avons choisi d'adresser, c'est la cybersécurité réactive. Donc détecter des anomalies, le faire au moyen de l'intelligence artificielle, donc on verra pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, et y remédier en temps réel. Merci. Anne Frassati. Bonjour, donc moi je suis responsable du laboratoire d'évaluation de la sécurité, ce qu'on appelle un CESTI, donc au niveau des composants hardware et des logiciels embarqués. Et donc dans mon laboratoire, l'activité principale en fait, c'est d'attaquer des produits juste avant leur mise sur le marché afin d'évaluer la sécurité et donc de permettre d'avoir un certificat afin de partir sur le marché. Et dans le cadre de nos activités, donc on procède à multiples attaques, dont ce qu'on appelle les attaques par canaux auxiliaires, et c'est dans ce cadre-là qu'on utilise en particulier l'IA, dont je vous parlerai plus tard. Merci. Grégory Blanc. Oui, alors bonjour, je suis Grégory Blanc, donc enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, une grande école d'ingénieurs basée à Évry et Palaiseau. Je suis membre de l'équipe SCN Sécurité et Confiance Numérique du laboratoire Samovar. Dans ce laboratoire et particulièrement dans cette équipe, on s'intéresse à divers sujets allant de la détection d'intrusion sur lequel j'interviens à la protection de la vie privée via des primitives cryptographiques. Et depuis quelques années, on s'intéresse également à l'apport, on va dire, des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas en soi de chercheurs dans cette équipe même, mais on peut collaborer sur le plateau de Saclay, par exemple, ou au sein des autres équipes du labo, sur des sujets où l'IA va s'avérer être un outil pour la détection, pour la protection. Merci. Et Pierre-François Gimnez. Bonjour, merci. Donc, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec sur le campus de Rennes, donc je fais un petit peu de chemin. Je suis dans une équipe de recherche qui s'appelle Pirate, et on s'intéresse à la sécurité des systèmes d'information. Ça va depuis l'analyse de malware, la détection d'intrusion bien sûr, la tolérance aux fautes et aux attaques dans les systèmes répartis. Je m'intéresse particulièrement du coup à l'application de l'IA en cybersécurité, surtout en détection d'intrusion. J'étudie aussi également l'analyse de malware. Et voilà. C'est parfait. Alors, comme toute table ronde, il est bienvenu de commencer par définir le sujet. Donc, j'aimerais bien commencer par vous, Pierre-François, une rapide définition de l'IA, car nous en avons tout de même beaucoup parlé, et puis après, peut-être revenir sur les 3 R de l'IA. Effectivement, alors on a beaucoup parlé de l'IA, je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit, notamment très bien ce matin. Effectivement, l'IA, on peut définir quand même 3 grandes aires pertinentes, en tout cas pour la cybersécurité. C'est une discipline qui est, mine de rien, assez ancienne, dans les années 50. Mais globalement, on peut pouvoir dire que jusqu'aux années 2010, on a les IA dites maintenant traditionnelles, qui regroupent des méthodes statistiques et également du raisonnement automatique. Les tétrapodes ont 4 pattes, ce chien est un tétrapode, donc il a 4 pattes. Ce genre de raisonnement qui ont permis d'avoir beaucoup de systèmes d'IA et notamment appliqués en sécurité, mais qui avaient certaines limites. Et on va dire, c'est près dans les années 2010 qu'on a vraiment eu l'arrivée d'une nouvelle technologie, le deep learning, les réseaux de neurones,
Alors, l'appellation réseau de neurones, elle n'est pas toute jeune. Elle envoie un imaginaire un petit peu de on veut répliquer le cerveau humain, etc., qui est un peu issu finalement de ce qui a donné la science-fiction actuelle, pareil, qui est un petit peu dans cette veine-là des robots qui sont parmi nous. Mais en fait, pragmatiquement, le réseau de neurones, pour démystifier un petit peu, 90% de ce qui est fait dedans, c'est des opérations mathématiques super simples. On additionne, on multiplie. Donc on a cet outil-là qui est arrivé, et globalement, ce qui a changé en 2010, c'est que même si cet outil-là, en particulier, en fait, il était assez ancien, on a une convergence de facteurs qui a fait que d'un seul coup, on a eu des outils beaucoup plus performants. Donc, par exemple, parmi ces facteurs, on a l'accès aux données, la numérisation des vies, la démultiplication des données en tout genre fait que maintenant on avait suffisamment de données pour apprendre. Les puissances de calcul également qui ont explosé, par exemple l'utilisation des GPU, si vous connaissez, donc des cartes graphiques qui en fait sont aussi très bien pour faire de l'apprentissage par réseau de neurones. Et puis des développements théoriques également. Tout ceci fait que dans les années 2010, on a ces réseaux de neurones profonds, ce deep learning, qui a révolutionné quand même beaucoup de domaines. Le traitement d'images en premier lieu, mais rappelez-vous peut-être, une IA a vaincu le champion du monde de Go à la surprise de tous les chercheurs en IA. Et donc on a eu pas mal de révolutions de ce côté-là. Également la traduction, par exemple. Ça a été un peu abordé ce matin. Pendant une longue période de la traduction, on ne parlait pas d'IA, c'était un petit peu tabou. Et en fait, là maintenant, on est passé presque dans l'excès inverse où Google Traduction, ils ont réussi à diviser environ par 1000 la taille du code qui faisait la traduction, en retirant ce qu'ils avaient côté vraiment des experts linguistiques, en prenant un modèle de deep learning à la place, et avec de meilleures performances. Cette révolution, on ne l'a pas encore forcément vue en cybersécurité. Dans le téléphone, on peut facilement avoir des IA de reconnaissance d'image qui marchent très bien pour reconnaître un peu tout et n'importe quoi, mais on n'a pas une IA pour détecter directement si une attaque se produit. Et donc ça, c'était à peu près la deuxième ère. La troisième, bien sûr, celle qui commence, c'est les LLM, qui posent beaucoup de questions, qui ouvrent beaucoup d'opportunités pour les attaquants, pour les défenseurs. Donc là, c'est un point pour lequel on va devoir bien malin sera qui pourra prédire l'avenir par rapport à ça. Et un dernier point, j'ai présenté un peu ces trois aires un peu en opposition, mais en fait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, elle ne rend pas la précédente obsolète. Bien sûr, les LLM ne vont pas rendre les réseaux de neurones obsolètes, ils vont plutôt permettre de répondre à des choses qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Mais également, l'IA, on va dire traditionnelle, est toujours utilisée parce qu'elle a un gros avantage, souvent, c'est qu'elle est certifiable. Donc dès que vous avez ces embarqués critiques, par exemple l'avionique, il n'y aura pas de réseau de neurones, en tout cas dans la partie critique, on aura plutôt de l'IA traditionnelle. Donc voilà un petit peu l'évolution qu'on a vue. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment on entraîne une IA? On en entend parler énormément. Depuis ce matin, on parle des IA, il faut les entraîner, il faut les entraîner. Mais alors, comment on entraîne une IA? Qu'est-ce que le machine learning? Et puis, plus particulièrement, c'est quoi la notion de dataset? Ouais, merci. Je vais démarrer, puis je relaisserai la main à Pierre-François. Donc, en fait, ça a déjà été présenté ce matin pour ceux qui ont eu la chance d'être là à la présentation de Frédéric Segond, qui a fait une présentation très claire là-dessus. En fait, il existe l'IA basée sur les connaissances et l'IA basée sur les données. Donc, l'IA basée sur les connaissances, en entrée du réseau de neurones, on va lui donner un graphe, par exemple, un graphe logique. En tout cas, il y a de l'intelligence dedans. Et donc, l'IA va nous aider à résoudre un problème. Et l'IA, donc, à base de données, donc en entrée des réseaux de neurones, on va donner des données. Et là, l'IA va nous faire une classification de ces données et donner en sortie le bon résultat. Et quand on rentre les données dans le réseau de neurones, il y a trois types d'IA à ce moment-là. Il y a les attaques, excusez-moi, pas les attaques, mais l'IA supervisée, l'IA non supervisée et l'IA à renforcement, à apprentissage par renforcement. Donc, il y a trois types différents. Supervisé, c'est en fait parce qu'on a déjà une connaissance des données qu'on va mettre en entrée. C'est-à-dire qu'on sait déjà comment c'est classifié. Donc, l'apprentissage va se faire sur des données classifiées, labellisées. Non supervisées, ça va être à l'aveugle. En fait, on peut faire une comparaison avec boîte noire, boîte blanche. Ça, je vous en reparlerai au moment des attaques tout à l'heure.
Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle donc apprentissage par renforcement, où là, il y a ce qu'on appelle un oracle qui va nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc il va y avoir une sorte d'interaction entre les entrées et la sortie et le réseau de neurones. Voilà, donc je te laisse compléter. Oui. Donc en détection d'intrusion et en analyse de malware d'ailleurs, on va surtout faire de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on va avoir comme domaine d'apprentissage des exemples d'attaques ou de malware et du bénin. Et l'objectif du modèle, ça va être de différencier correctement les deux et en espérant que s'ils réussissent bien sur un jeu de domaine d'apprentissage, ils puissent bien réussir à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ça, donc généralement, on découpe les données en deux morceaux, les données d'apprentissage, vraiment ce qu'on utilise pour apprendre, et une donnée dite de test pour évaluer. Et c'est important d'avoir deux choses différentes parce que si vous vous souvenez quand vous étiez étudiant, si on vous interroge exactement sur le cours pendant que vous avez le cours sous les yeux, c'est beaucoup plus simple d'avoir une bonne note au QCM. Par contre, si on vous demande sur des questions a priori un peu plus différentes, là, on évalue vraiment votre capacité d'avoir compris. Donc, on a ces deux types de données-là. Et on peut également même ajouter une nouvelle catégorie qui est moins utilisée en IA en général, mais beaucoup en détection d'intrusion. C'est pour ça que je dis semi-supervisé, dans lequel on a accès à des données que d'un seul type. Alors, par exemple, ça va être que des données bénignes. Voici mon réseau, par exemple, il fonctionne habituellement comme ça. Et je vais essayer d'apprendre, pas à différencier attaque par attaque, mais comment est-ce que normalement tout fonctionne. Et de cette manière, dès que je vois quelque chose qui est anormal, qui ne correspond pas à ce modèle-là, je pourrais lever une alerte. Donc, c'est deux grandes familles de détecteurs. Détecteurs supervisés, ou aussi dit parfois par signature, et détecteurs semi-supervisés, ou dit aussi comportementaux, ou détecteurs d'anomalies, dont on aura probablement l'occasion de parler plus tard. Merci beaucoup. Anne, quelles sont aujourd'hui la différence entre l'intelligence artificielle et l'automatisation des tâches par informatique? Alors bon, là, je ne sais pas si je pourrais répondre à toute cette question-là, mais par contre, pour moi, l'IA, c'est d'abord une méthode de classification. En tout cas, dans le monde des attaques, hein, comme on verra tout à l'heure, c'est plus une méthode de classification plutôt que d'automatisation. En fait, je dirais que c'est plus une automatisation des processus de classification. Merci. Quelles sont les principales différences entre les techniques traditionnelles de détection des menaces et celles basées sur l'IA, Alexis? On tombe au mauvais moment. Donc, traditionnellement, jusqu'à il y a encore, et même encore de nos jours, la méthode pour détecter des intrusions s'appuyait sur des signatures, un petit peu à la manière de ce qui se passe dans un antivirus. On connaît au niveau réseau la signature d'une attaque. Quand un paquet fait exactement 482 bytes qui vient de tel port et qui va vers tel port, alors c'est une attaque de tel type. Et donc, pour rechercher cette intrusion, eh bien, je vais simplement comparer tous les paquets que je vois passer avec toutes les signatures d'attaque que je connais. Et ça, c'est l'approche traditionnelle dite par signature. Cette approche, elle est très fiable, elle est très précise, mais par contre, elle ne permet de détecter que les attaques qui ont déjà été vues par le passé et pour lesquelles donc des signatures ont pu être élaborées. L'intelligence artificielle, elle nous permet d'aller au-delà. Dans le mode le plus fréquent d'utilisation, donc dont on parlait, le mode semi-supervisé qui a été évoqué, mais on va connaître un fonctionnement normal du réseau et l'IA va jouer un rôle d'analyse comportementale. Elle va détecter des déviations par rapport à ce fonctionnement normal sans pour autant que ces déviations soient connues à l'avance. Tel paquet pourra avoir une certaine similarité avec tel autre qui a été vu 3 paquets auparavant. L'IA va trouver des approches, elle va trouver des similarités ou des dissimilarités pour ensuite les remonter en tant qu'anomalie. Donc c'est la principale différence. Alors qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça interdit? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients plutôt? Les avantages, le premier, on l'a vu, c'est les systèmes par signature ne marchent que pour les attaques déjà connues. L'IA permet de s'affranchir de ce besoin et elle va nous permettre de détecter des attaques inconnues. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, plus de 60% des attaques impactantes sont des attaques 0D, donc des attaques jamais observées auparavant. Donc, si on... Faire simple, encore une fois pour être schématique, si on ne fonctionne que par signature, eh bien potentiellement on ne peut repérer, on va plafonner à 40% des attaques, ce qui est peu. C'est le premier point. Deuxième avantage, on peut détecter des attaques très subtiles, des attaques qui, pour être détectées, exigent d'aller en profondeur dans l'analyse des paquets, quelque chose qu'un expert en cybersécurité ne pourra pas faire avec
complexité ou qui demanderaient beaucoup de temps, beaucoup de capacité d'analyse. Voilà les 2 principaux avantages auxquels je peux penser. Puis il y a des inconvénients qui viennent aussi, on les évoquera par la suite. Premièrement, c'est beaucoup moins précis, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va rater des attaques, comme son pendant par signature. Et puis elle va aussi, et c'est un petit peu plus spécifique à ce type d'analyse, elle va remonter des anomalies là où il n'y en a pas. Tel paquet jamais vu, jamais observé, rare, mais qui néanmoins est parfaitement anodin, pourra être remonté comme une anomalie et pourra faire perdre du temps à l'expert en cybersécurité qui va devoir traiter cette alerte derrière. C'est le premier inconvénient le plus notable auquel je peux penser. Un autre inconvénient qui est un petit peu plus anecdotique, mais qui dans certains cas d'usage est assez gênant, c'est que l'IA, c'est plus lent que les systèmes par signature. C'est-à-dire que pour comparer un paquet à une règle, ça va très vite. Pour faire tourner un contexte de 50 ou 100 derniers paquets dans un système d'IA avec des Deep Neural Networks et puis en sortir une analyse comportementale, ça prend un petit peu plus de temps. Et donc les propriétés temps réel peuvent être parfois un petit peu complexes. Et ça peut empêcher certains cas, notamment les cas dans lesquels on souhaite avoir un système, non pas d'intrusion detection, mais d'intrusion prevention, un système en coupure. Si je veux que mon système de sécurité soit en coupure, c'est-à-dire qu'il ait toute latitude pour interdire un paquet de passer, si ce paquet est vu comme étant potentiellement malveillant, ça marchera bien par signature. Ça peut être un peu plus compliqué avec de l'intelligence artificielle. Merci. Pierre-François, vous aviez d'autres éléments à rajouter? Je sais pas si j'ai grand chose à dire par rapport à ce qui a été dit. Je pense aussi un des points qui est important de rappeler, c'est qu'en général, l'IA comportementale, du coup, elle n'a jamais appris à reconnaître des attaques bien précises, donc elle peut détecter de nouvelles attaques, mais aussi quand elle lève une alerte, ce qu'elle peut dire, c'est «Eh, c'est bizarre». Alors, très bien, mais pour vérifier, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des faux positifs, on en reparlera certainement, c'est bien d'avoir plus de détails. Donc ça, c'est aussi un peu une des limitations. L'IA est difficile parfois de comprendre pourquoi une alerte a été levée et ça ralentit d'autant plus après l'analyse manuelle. Merci. Alors effectivement, on comptait parler des faux positifs, donc c'est plutôt pour Grégory cette question. Quels sont les principes... Alors, le risque de détection de faux positifs est-il consubstantiel à la cyberdéfense? C'est pas pas très aisé de répondre à cette question. Ce que l'on voit dans le changement de paradigme, donc du passage de la signature à la détection d'anomalies, comme le mentionnait Alexis, c'est effectivement désormais on s'intéresse à des comportements. Et comme le soulignait Pierre-François, quand on détecte quelque chose, c'est bizarre, c'est une anomalie. Mais on doit pouvoir derrière avoir suffisamment d'informations pour caractériser si cette anomalie est bien une attaque ou si effectivement c'est un événement rare. Et pour ça, il faut du travail manuel, encore une fois, probablement. Il faut pouvoir recouper. On a évoqué un peu plus tôt dans la journée des méthodes d'explicabilité, par exemple, qui pourraient nous donner une information supplémentaire, mais souvent ces méthodes vont, on va dire, être appliquées a posteriori. Il y a déjà eu une détection, on essaye de voir quel est le faisceau d'informations qui nous permet de nous assurer que c'était bien une attaque ou pas. Et ça a un coût supplémentaire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'explicabilité qui soit déployée à l'heure actuelle. Déjà, s'il y a déjà des détecteurs d'anomalies qui sont déployés, ce serait déjà une bonne chose. Mais on a une étude qui a été faite en coopération avec EDF dans une thèse dite CIFRE, donc une thèse en entreprise, où la première publication de notre doctorant, alors je ne suis pas son encadrant, mais il est dans l'équipe, a un titre qui est assez évocateur, c'est où sont les détecteurs d'anomalies dans l'industrie? Vraiment. Alors, elle date de 2021, donc on est en 2024. Bon, j'espère qu'on a un peu évolué sur le sujet, mais il avait fait une étude de l'état de l'art et il s'était rendu compte que, en pratique, c'était difficile. Et un des points les plus saillants de cette étude, c'est effectivement la difficulté à réduire le nombre de faux positifs. Merci beaucoup. Alors, Alexis, peut-être que vous avez également d'autres éléments. Et puis surtout, comment s'en pâtir finalement? Comment sortir de cette situation, éviter les faux positifs? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, l'explicabilité, c'est un point, et c'est vrai que
Il y a des primitives qui nativement vont offrir un support pour une explicabilité et on peut ensuite s'interroger, essayer d'analyser l'alerte et de voir si on la catégorise en intrusion ou non. Alors, il y a quelques pistes, hein, effectivement. Donc, j'en citerai quatre types. Il va y avoir des pistes algorithmiques, être plus efficace, faire tourner des meilleurs algorithmes. Et on rejoint un peu l'explicabilité. Alors, c'est facile à dire. Parfois, on va perdre en précision. On va être moins précis, mais on va gagner. On va avoir des taux de faux positifs plus faibles. C'est un équilibre vers lequel on peut avoir envie de tendre, puisque un système qui n'est pas totalement précis ne sera pas forcément rédhibitoire, alors qu'un système qui lève une alerte toutes les 5 secondes alors qu'il n'y a que des trafics légitimes sera rédhibitoire de fonctionnement et sera au final non utilisé. Donc, première famille de solutions. Deuxième famille de solutions, qui s'y rattache, ça va être tout ce qui va être post-processing. Comment est-ce qu'on va passer d'une anomalie à une attaque? Quel type de traitement on va pouvoir faire? D'autres types de primitives IA peuvent être mises en œuvre dans ce domaine. On va passer de la détection à de la classification. On va essayer de se rattacher à des attaques connues. Il y a beaucoup de travaux dans le domaine. Parfois, ils peinent à trouver une applicabilité pratique. On peut essayer d'imaginer les buts de l'attaquant pour essayer de trouver est-ce qu'une attaque est en cours? Où en est-on dans l'attaque? Et c'est quelque chose qui est là encore un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais pour lequel on peut espérer des débouchés. Alors on peut essayer également d'être exhaustif. Après tout, on a dit les éléments rares peuvent lever des faux positifs. Éliminons les éléments rares. Alors ça, c'est quelque chose qui advient dans des cas extrêmement spécifiques, mais il existe des protocoles très déterministes dans lesquels on peut tout à fait envisager à l'avance tous les cas de figure qui vont arriver. Ce sont des automatismes très simples, mais c'est possible. Et alors, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais on est content quand on trouve ces scénarios, et on sait que l'IA pourra s'y appliquer très bien. Après, j'ai dit qu'on ne pouvait pas généraliser, on peut essayer de généraliser un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut présenter à l'IA dans l'apprentissage pour qu'elle soit la mieux à même de détecter, d'induire ce qui sera un comportement légitime sur la base d'un éventail d'autres comportements légitimes qu'elle a vus. Elle n'aura pas vu tous les comportements légitimes, mais elle pourra essayer de déterminer que telle situation à laquelle elle doit faire face, qu'elle n'a jamais vue, est néanmoins susceptible d'être légitime parce qu'elle a tel et tel point commun avec cet autre éventail d'une base de comportements qu'elle a déjà vu. Et puis au-delà de ça, alors c'est déjà pas mal d'approches. Il y a un autre volet dont on parlera peut-être par la suite, c'est le multisource, qui est assez prometteur. Ça rentre dans la catégorie du post-processing, c'est-à-dire que côté réseau, j'ai pris toutes les informations dont j'avais besoin, je peux avoir une analyse, je peux inférer qu'il s'agit éventuellement d'une anomalie, et je vais prendre en compte d'autres types de données qui proviennent non pas du réseau, mais du process, donc de l'opération physique en train de se dérouler, de l'hôte, donc du processeur, de la machine qui fait tourner tel ou tel composant logiciel. Et sur la base de ces données additionnelles, en post-traitement, je peux affiner un peu mon approche et me dire ça a des chances d'être une anomalie bénigne ou au contraire d'être une intrusion. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est une question plutôt pour Grégory et vous, Alexis. Est-ce que vous pensez que les IA peuvent remplacer les SOC ou les professionnels de la cybersécurité? Forcément, lorsqu'on pense aux IA, on pense toujours à ce grand remplacement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le secteur de la cybersécurité? Je vais commencer parce que Alexis vient de finir. Je pense que, en fait, il est très tentant, dans un premier temps, de se dire on va remplacer, on va dire, des analystes par une IA. Ce qu'il faut voir, c'est que, donc, étant dans le domaine de l'enseignement, on n'a pas, j'allais dire, un flux entrant d'étudiants suffisant pour pouvoir former suffisamment d'ingénieurs en cybersécurité ou d'analystes, même à des niveaux peut-être d'éducation inférieurs, au métier de la cybersécurité. C'est une grande problématique. Il y a eu pas mal, on va dire, d'offres, de bonnes intentions, que ça vienne d'institutions, du gouvernement, d'acteurs privés, en disant, bon voilà, il manque, il y a tant d'offres vacantes. Venez dans le monde de la cybersécurité, vous trouverez forcément un emploi. Apparemment, ça n'a pas eu l'effet escompté. On y travaille. Je pense que
nous, de notre lorgnette, ça va être compliqué quand même d'aller chercher les étudiants et de les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Par contre, on peut peut-être les appeler du côté de l'IA et dire à ceux qui font de l'IA, le domaine de la santé, se sent pas, mais venez voir aussi du côté de la cybersécurité, il y a des grands défis. Après, donc bon, ça c'est le côté humain et ça s'ajoute en fait que si on regarde un centre de sécurité opérationnelle, on a des gens qui travaillent voilà, H24 sur 7 jours de la semaine. Alors évidemment, ils tournent, hein, ils sont pas là parce que sinon ils n'y arriveraient pas. Mais il a été évoqué plus tôt le grand nombre d'alertes auxquelles ils font face dans ces centres de sécurité, hein, qu'on appelle SOC, et donc l'éventuelle fatigue qu'il y a à analyser chacune des alertes qui leur sont présentées. Ce matin, un des intervenants évoquait la capacité d'un être humain à traiter 200 signes. Donc on peut se dire que voilà, au-delà de cela, la personne en question va avoir une capacité de travail dégradée, voire à un moment donné juste ignorée. Et c'est ce qu'on appelle en anglais alert fatigue, donc la fatigue de l'alerte probablement en français, et qui fait qu'on a besoin d'assistance. Donc c'est là où on se dit, bon en fait, un outil d'aide à la décision, ça peut être pas mal. Un outil qui permet aussi de pouvoir traiter un grand volume de données et de pouvoir réduire ce volume à quelque chose qui soit acceptable pour l'opérateur humain, ce serait aussi une bonne chose. Mais en dernier lieu, et je pense que ça a aussi été évoqué ce matin, il y a une question éthique à cela. Est-ce que on donne la possibilité à l'IA de décider par elle-même et de dire eh ben, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Ou est-ce qu'il nous faut quand même une personne humaine qui va venir valider ces choix, cette décision? Alors j'avais aussi évoqué le fait que cette IA, enfin je voulais aussi évoquer pardon, le fait que cette IA d'ailleurs n'est pas infaillible. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un à la fin, mais aussi parce que l'on sait pertinemment désormais qu'on peut aussi attaquer ce système d'IA sur lequel reposent les systèmes de détection. Et donc il faut de manière régulière auditer ces systèmes. Alors s'ils sont auditables, ce qui n'est pas facile avec les réseaux de neurones. Et donc voilà, si l'IA est elle-même n'est même pas infaillible, il faut également mettre des acteurs humains sur ce domaine-là. Donc ils ne sont pas forcément là pour la détection, mais ils sont là pour l'auditabilité. Merci beaucoup, Alexis. Ce serait très bref, je rejoins complètement ce qu'a dit Grégory. On a au CEA une image qu'on utilise pour qualifier ce besoin. On l'appelle le cybercentaure, c'est-à-dire faire en sorte que l'opérateur de sécurité ne soit pas remplacé, mais qu'il soit augmenté, qu'il bénéficie d'une contextualisation et d'une efficacité, et c'est ça que lui apporte l'intelligence artificielle. Merci. Alors, entraîner les IA suppose bien évidemment des datasets de grande quantité, de grande qualité, mais alors qui détient ces datasets? Qui les produit? Est-ce qu'elles sont facilement accessibles? Alors, effectivement, sur les jeux de données, sur les jeux de données, on a beaucoup évoqué les GAFAM ce matin, donc on va dire sur les données qui sont ouvertes. C'est pas nécessairement ce qui va être utilisé pour le domaine de la cybersécurité, mais on peut aussi les utiliser pour produire ce qu'on appelle le comportement légitime ou le bruit de fond selon on va dire l'objectif qu'on a à injecter ces données dans notre apprentissage. De là à vouloir utiliser ces données ouvertes, par exemple, il faut quand même se poser la question de la qualité. Parce qu'on va prendre un très grand jeu de données, on va avoir plein de comportements. Rien ne nous dit que la période à laquelle ce jeu de données a été capturé est tout à fait exempt de toute intention malveillante. On entend, alors pour avoir travaillé un peu dans l'industrie il y a une quinzaine d'années, j'avais été confronté justement à un système qui prétendait faire de l'IA pour détecter les comportements malveillants. Alors bon, ça n'en était pas vraiment, mais surtout la première chose que j'ai retenue, le premier défaut que j'ai retenu de ce système, c'est qu'on faisait l'hypothèse pendant la phase d'entraînement qu'il n'y aurait pas d'attaque. Et là, on va ajouter un biais dans les données d'entraînement qui peut effectivement faire en sorte qu'une fois qu'on déploie le système de détection en production, eh bien, une attaque va pouvoir passer sous le radar parce qu'elle aura été considérée comme un comportement malveillant. En détection d'intrusion, qui est un domaine sur lequel nous travaillons en moins en partie, il y a un nombre réduit de jeux de données qu'on va considérer couramment utilisés. Ils sont de l'ordre, alors j'ai noté, en tout cas il y a 20 à 30 jeux de données qui ont été produits, mais il y a moins d'une dizaine qui sont
couramment utilisés pour faire des évaluations. Je vais revenir sur la qualité des jeux de données. Bien qu'ils produisent un certain nombre de comportements à la fois légitimes et d'attaques, et là encore, il faut voir comment ces attaques ont été produites. Il y a un certain nombre d'études qui sont produites récemment qui démontrent leur mauvaise qualité. Typiquement, en 2022, il y a une étude qui a démontré que la plupart de ces jeux de données ont été générés de manière biaisée et que si on veut faire fonctionner un détecteur d'intrusion, en utilisant une seule caractéristique qui était, on appelle ça le port de destination, c'est-à-dire le port sur lequel un service est reçu. Donc vous envoyez des messages et il faut voir que l'ordinateur reçoit les messages sur plusieurs ports. Donc typiquement HTTP, le web, c'est le port 80. Donc si on dit que on prend le port destination comme comme critère de décision, on était capable de classifier correctement 75% et 90% des attaques de ces jeux de données-là. L'explication était assez simple. Quand on lisait la description de la constitution des jeux de données, il était clairement indiqué que lorsqu'on voulait générer des activités légitimes, un utilisateur se connecte à un serveur mail, échange des emails, c'était tel ordinateur vers tel ordinateur. Et lorsqu'on voulait faire des attaques, c'était tel autre ordinateur vers tel autre ordinateur. Donc déjà, le jeu de données lui-même est totalement séparé dans sa constitution. Voilà. Après, en ce qui concerne même la collecte de ces données, c'est rendu plus difficile aujourd'hui. Enfin, ça l'était déjà avant, mais je pense qu'on a beaucoup plus de considérations éthiques pour les sources de ces données. Et typiquement, pour avoir travaillé avec certains industriels, et on ne va pas les nommer, mais lorsqu'on voulait avoir accès à des jeux de données, ils nous disaient « Ah ben non, on ne peut pas vous donner les données de nos usagers parce que voilà, ce sont des données sensibles. » Donc, on a, voilà, si je voulais résumer, le volume d'un côté, la capacité déjà à pouvoir collecter ces données et la qualité de l'autre côté me semble être deux gros obstacles à nos travaux aujourd'hui. Merci. Alors toujours pour rester sur cette notion de données, est-ce qu'aujourd'hui notamment, parce que c'est des données qui peuvent être aussi personnelles avec le RGPD, est-ce qu'il n'y a pas un frein finalement, notamment dans la recherche, à l'accès à ce type de données? Comme je l'évoquais, effectivement, on a une considération éthique qui est alors mise en pratique dans les faits par la régulation, donc le RGPD. Je peux donner une autre anecdote pour en parler. J'ai moi-même participé à la constitution d'un jeu de données dans un projet qui s'est terminé il y a 2 ans. Une des problématiques que j'ai eues, c'était déjà de rencontrer notre délégué à la protection des données, le DPO, Data Protection Officer, et il m'a posé des questions sur qu'est-ce que je comptais faire. Je lui ai dit, nous, on a envie de faire de la détection d'intrusion réseau dans des réseaux d'objets connectés, dans des IoT, et j'aimerais, au contraire des différents jeux de données que j'ai pu rencontrer dans mes travaux, générer des données qui soient le plus réalistes possible. Donc j'invite mes collègues à rentrer dans une salle où on a disposé des jeux de données et à interagir avec ces objets. Il m'a dit, tu sais, ces gens-là sont des personnes humaines. Ah oui, je sais que ce sont des humains. Mais le problème, c'est qu'on va capturer des données qui sont issues de leurs faits, donc qui pourraient être des données à caractère personnel. Alors, je lui ai dit, excuse-moi, mais ces données-là, je n'en capture pas la totalité. Je capture que des données au niveau du réseau, c'est-à-dire des paquets, comme disait Alexis. Ce sont des messages qui sont échangés, qui sont un encodage de protocoles d'ordinateur à ordinateur, mais qui sont générés par des humains. Il m'a dit oui, mais quand même fais attention. Tu vas me faire une fiche de consentement, tu vas promettre dans cette fiche de consentement que les données ne seront pas traitées à l'extérieur, que les données vont être conservées chez nous, qu'elles vont être traitées par nous-mêmes et qu'il y a une date maximale de rétention, c'est-à-dire que à la fin du projet, tu m'effaces tout ça. Après plusieurs discussions, on a réussi à trouver des points d'accord, mais j'ai quand même dû faire tout un tas d'adaptations à ma collecte de données. Typiquement, j'avais quand même anticipé un certain nombre de choses avant de lui présenter le projet. On collectait des images de caméra, enfin on collectait des images issues de caméras. Ok. Ce qui m'embêtait, c'est que le visage de mes collègues soit pris sur ces images. Donc on avait mis de quoi brouiller les images, un petit scotch dessus, de sorte à ce qu'on ne les reconnaisse pas. Par contre, je n'avais pas la réponse au niveau voix. Et donc, pour ce coup, j'ai dit, ok, on arrête la collecte de voix par les assistants vocaux.
Donc, dans les faits, le RGPD est effectivement un obstacle, et c'est pour ça qu'on commence à regarder des méthodes alternatives de constitution de jeux de données. On en parlera peut-être après avec de la synthèse de jeux de données, par exemple. Est-ce qu'il y a des démarches collaboratives, justement? Donc, je vois que vous Ah oui, disiez justement des ça a été évoqué ce matin. L'IA collaborative, c'est quelque chose qui va nous permettre, en tout cas, de ne pas avoir, enfin, typiquement avec l'apprentissage fédéré, hein, je ne sais pas si toutes les démarches d'apprentissage collaboratif ont cette même, on va dire, perspective de protéger les données que l'apprentissage fédéré. Mais dans l'apprentissage fédéré, comme on l'a évoqué ce matin, chaque possesseur de données va entraîner un modèle local et ne va pas ensuite échanger les données si ce n'est le modèle qu'il a appris. Donc si on a des réseaux de neurones, on va envoyer à une entité centralisatrice, mais ça pourrait être directement à d'autres usagers, qui ont des jeux de données, les modèles, c'est-à-dire les poids de ce réseau de neurones et sa constitution en couches, afin que on puisse agréger les différents modèles et en constituer un modèle unique qui puisse représenter l'ensemble des comportements qu'on a vus à travers les différents possesseurs de jeux de données. Merci. En quoi la 5G et la 6G impactent-elles l'analyse des cybermenaces? L'IA peut-elle aider, Alexis? C'est un sujet absolument actuel. Il y a deux angles selon lesquels donc la 5G et la 6G vont venir impacter cette analyse des cybermenaces par IA. Le premier angle, très, très prosaïquement, c'est le débit, le très haut débit, qui vient contredire un petit peu la propriété d'analyse temps réel qu'on souhaite. Très logiquement, si on a des dizaines de gigabits, des centaines de gigabits par seconde, des terabits par seconde, et qu'on veut les traiter en temps réel, c'est très demandeur en termes de ressources, et donc il faut que l'IA puisse suivre derrière. Elle pourrait suivre en surdimensionnant, mais néanmoins, il est bon, et la tendance actuelle est plutôt de faire évoluer les primitives pour être capable, à moindre coût, d'analyser des quantités énormes de trafic et de maintenir une propriété temps réel. Cette tendance, elle se manifeste donc pour le très haut débit. En corollaire, on peut aussi tout à fait comprendre qu'elle se manifeste également dans d'autres cas d'usage, puisque dans la mesure où on aura réussi à optimiser les processus de traitement pour être capable de traiter des très hauts débits, eh bien, on sera aussi capable de traiter des débits beaucoup plus faibles, à moindre coût, coût en ressources ou coût énergétique. Et ça, c'est une tendance qui reste motrice dans l'industrie. Par exemple, voilà, dans l'industrie automobile, on n'a pas des terabits par seconde, on a des réseaux beaucoup plus faibles, mais on aura envie d'être capable de les traiter en mobilisant moins de cœurs, moins de pourcentage de cœurs pour faire le traitement. Pardon. Donc, première problématique, le temps réel, le très haut débit, c'est complexe. Deuxième problématique, qui a trait au fonctionnement inhérent aux réseaux 5G et 6G, c'est qu'on est là dans des réseaux de transport dans lesquels on va vouloir distinguer le plan de données du plan de contrôle. Et les deux vont faire appel à des spécificités en termes d'analyse par IA. Le plan de données, c'est tout ce qui est routé, tout ce qui est acheminé par la 5G ou la 6G. Et donc, on va simplement traiter des flux, on considère la 5G ou la 6G comme un tuyau, si vous me passez l'expression, et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Le plan de contrôle, c'est plus subtil. Il s'agit du fonctionnement interne des réseaux 5G et des réseaux 6G. Et ces réseaux eux-mêmes peuvent être la cible d'attaques. Et ces réseaux eux-mêmes ont vocation à utiliser l'IA pour se prémunir d'attaques pouvant les cibler. Ça, c'est une tendance qui démarre un petit peu avec la 5G et qui va beaucoup monter en puissance avec la 6G, puisque dans les réseaux 6G, parmi d'autres modifications depuis la 5G, on va avoir des fonctions IA qui vont avoir trait pas seulement à la sécurité, mais également à la manière dont le routage se fait, des optimisations au niveau radio, des optimisations au niveau cœur de réseau. Et donc un petit peu des fonctionnalités IA distribuées et centralisées, les échanges entre ces fonctionnalités distribuées et centralisées, et tout ceci constitue une augmentation de la fenêtre d'attaque. Et donc ça c'est un deuxième point, au-delà simplement de se dire on a des très hauts débits, essayons de les traiter en temps réel via des primitives dédiées, également penser, on a une surface d'attaque qui est démultipliée. On a mis en œuvre de primitives IA qui elles-mêmes pourraient être intoxiquées, qui pourraient être amenées à se comporter d'une manière qui n'est pas prévue. Et donc, développons des modules IA spécifiques pour se prémunir contre ces attaques.
Merci. Face au volume de données qui sont aujourd'hui entre les mains des entreprises étrangères, j'entends notamment les GAFAM, est-ce qu'il n'y a pas un déficit, pour les entreprises françaises, donc qui crée finalement une problématique de compétitivité? Est-ce qu'on doit se soucier justement de ce déficit? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'inégalité, notamment en termes de souveraineté? Grégory? Donc, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, effectivement, il y a beaucoup de données entre les mains des GAFAM. On pourrait se poser la question au regard des produits actuels, notamment donc les LLM, ChatGPT et consorts. Est-ce que, effectivement, quand ils ont commencé cette ère de réseaux sociaux, est-ce qu'ils n'avaient pas pensé que plus tard, ils allaient effectivement en faire des produits? Et je pense que la plupart d'entre nous qui se sont dit si c'est gratuit, si c'est vous le produit, ont évidemment pensé que les GAFAM nous présentaient là un peu leur business model, leur business plan en disant bon bah plus tard vous verrez, on va vous offrir quelque chose. On peut se dire que de manière générale, ça pouvait être intéressant. Enfin, c'était notamment ça a commencé avec les systèmes de recommandation. Donc ces données-là avaient pour but, collecter ces données avait pour but finalement de pouvoir améliorer la qualité de service. Maintenant, on peut se dire que non seulement elles améliorent la qualité de service, mais elles permettent aussi de faire ce qu'en marketing on appelle du nudge, c'est-à-dire manipuler un peu, influencer un peu les usagers pour justement les pousser vers l'achat d'autres produits. On n'a pas eu malheureusement du côté français ou européen de telles entreprises qui ont réussi, donc on a au moins sur ces données-là un déficit. Maintenant, je ne suis pas certain que sur les données, on va dire, usagées qui existent pour certains secteurs d'activité, et je pensais par exemple à l'énergie, on dispose finalement de beaucoup de données. Mais je pense que leur mise à disposition pour le monde de la recherche ou pour les entreprises de cybersécurité doit nécessairement être encadrée, parce qu'on ne peut pas les donner à n'importe qui. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours le cas. Donc pour nous, en fait, il est très difficile de travailler sur ces données, et on aurait aussi tendance à vouloir se tourner du coup vers les GAFAM, à monter peut-être des collaborations pour pouvoir avoir accès à des données. Merci beaucoup. Alors, une IA peut servir à défendre, mais aussi à attaquer. Quelle forme va-t-elle prendre? Parle-t-on juste de campagnes de phishing ou a-t-on des techniques d'attaque beaucoup plus sophistiquées? Anne? Alors là, je vais vous faire une introduction sur les attaques en général, parce que c'est un monde un petit peu à part. Alors déjà, pour introduire les attaques par IA à l'aide d'IA, tout à l'heure, Frédéric, elle parlait de l'IA comme un moyen et non comme un but. Là, c'est exactement le cas. On va utiliser l'IA comme un moyen. Et le premier qui a fait ça, c'est qui? C'est Alan Turing en 1900, dans la Deuxième Guerre mondiale, avec sa machine Enigma. Et donc, typiquement, ça, c'était la première attaque à base d'IA. Alors, j'ai quelques slides qui vont permettre d'illustrer un tout petit peu. Pourtant, je pointe vers vous, mais ça ne marche pas. Ça va arriver, je pense. Voilà. Alors ça, c'est très schématique, hein. C'est une sorte de triangle dramatique avec le bourreau, la victime et le sauveur. Mais c'est pour vous expliquer que le monde de la cybersécurité, en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs. En effet, il y a les développeurs qui vont créer leurs produits. Donc ça peut être des puces avec de la cryptographie dedans, donc beaucoup de sécurité implémentée. Ça peut être donc des cartes à puces, ça peut être également des logiciels. Enfin, on parle de beaucoup de produits différents. On a les attaquants sur le terrain qui vont attaquer ces produits, et les développeurs sont démunis parce que leur cryptographie peut avoir des failles. Alors comment remédier à tout ça? Déjà, pendant toute la phase de développement, il va y avoir aussi des aides en fait aux développeurs. Ils vont faire appel à certaines entreprises, certains centres de recherche pour les aider à implémenter de la cryptographie plus ou moins améliorée, de mettre des contre-mesures, etc. Donc on a aussi un métier d'attaquant sur le terrain qui vont aider les développeurs au cours de la fabrication de leurs produits. Non, c'était pas encore ce que je voulais faire. Voilà. Et ensuite, une fois que le développeur a fini son produit,
Tout est bouclé, tout est packagé et il va vouloir une certification de son produit. Donc là, j'insiste aussi un petit peu sur la nécessité du certificat qui est donné par ce qu'on appelle le schéma de certification. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'ANSSI pour le schéma français, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui va donc tamponner le produit avant la mise sur le marché. Et ça, en fait, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, par rapport à tout ce qui est implémenté, il y a un système, en tout cas en Europe et même dans le monde entier, qui permet d'avoir une certification de la sécurité. Et donc, lorsque le développeur met son produit sur le terrain, il a une certaine assurance. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au schéma de certification de faire certifier de certifier son produit. Mais avant, le produit va passer dans les mains d'un laboratoire, enfin, je pourrais vous prononcer celle-là, d'un laboratoire, ce qu'on appelle un laboratoire d'évaluation, qui, lui, va attaquer le produit, mais vraiment jusqu'au fond. C'est-à-dire que ça va être de la boîte blanche pure. Le développeur va donner tout au laboratoire, jusqu'à ses codes. Enfin, il va donc donner un nombre de puces qui vont pouvoir attaquer. Là, je parle de puces parce que là, je parle de produits hardware, mais il existe aussi des produits software dont on peut avoir aussi pas mal d'informations, les codes sources, etc. Et ce laboratoire donc, va attaquer au maximum le produit, et s'il trouve des vulnérabilités, il va en informer le développeur. Bon, il ne va pas dire comment faire pour corriger parce que le laboratoire a un devoir d'impartialité qui est très important parce qu'en fait, il a accès à beaucoup de données de beaucoup de développeurs différents et donc forcément, le développeur n'a pas du tout envie de divulguer sa API, mais en plus, surtout, que les autres soient au courant de ce que ses concurrents font. Donc, ça, c'est tout seul, c'est pas moi. Hop. Donc en fait, le laboratoire d'évaluation va donc évaluer le produit et en fonction des vulnérabilités qu'il aura trouvées ou non, il va émettre un rapport d'évaluation et le rapport d'évaluation va être relu par le schéma de certification, donc le schéma français l'ANSSI, mais il y a d'autres schémas de certification privés, par exemple il y a des schémas bancaires comme EMVCO par exemple qui vont certifier des produits bancaires type Visa, Mastercard, donc les cartes bancaires. Et donc le schéma de certification, en fonction du rapport, il va y avoir plusieurs allers-retours. Donc, c'est vraiment un jeu à trois, si je puis dire, entre le développeur, le certificateur et l'évaluateur. Et à la fin, donc, un certificat va être émis et le produit va pouvoir être mis sur le marché. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, il y a des laboratoires et il y a des entreprises qui attaquent. Et comme disait Bernard Barbier tout à l'heure, disait que le métier d'attaquant n'est pas du tout le même que celui de concepteur. Il y a vraiment une différence de métier là-dedans. Et en fait, dans le panorama de la certification, heureusement, on a de tout. Et c'était Julien aussi qui avait dit ça ce matin, comme quoi l'attaque faisait progresser la défense. Et en effet, c'est super important parce que nous, le fait d'attaquer au plus profond du produit, les produits juste avant leur mise sur le marché, va permettre aussi aux développeurs donc, de progresser. Et en fait, on progresse tous ensemble. Et tout ça, pourquoi? Dans le but de quoi? D'être toujours avec une phase d'avance par rapport aux attaquants, les méchants hackers. Nous, on est les gentils hackers éthiques qui cherchons les failles de manière à les trouver avant les attaquants sur le terrain. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant que le panorama de la certification est posé, comme mon laboratoire procède à des attaques sur des produits finis, en effet, on est en boîte blanche. Donc, nous, on n'a pas de problème de base de données, puisque en fait, les développeurs nous donnent beaucoup d'informations, donc qui restent ultra confidentielles, bien sûr. Mais on a une base de données qui nous permet d'avancer énormément dans nos recherches sur des nouvelles attaques. Et donc, les attaques par IA, elles ont vu le jour, en tout cas dans le schéma français, donc d'abord dans notre laboratoire au CESTI Leti, donc du CEA Leti, il y a à peu près 8 ans. On a commencé donc à utiliser l'IA dans la base des attaques par canaux auxiliaires. Alors, là aussi, je vais essayer d'être rapide, mais en fait, quand on a... Donc, nous, on a un CESTI hardware, donc on va évaluer des puces et des cartes à puces. Et quand on a ces produits donc, dans notre laboratoire, on a différents types d'attaques. On va avoir des attaques software, implémenter des applets malicieuses, par exemple, des attaques très invasives, où là, avec des moyens lourds au Leti, on a ce qu'il faut. On va carrément, par exemple, avec des
des faisceaux très focalisés avec des ions. On va pouvoir attaquer l'intérieur de la puce. On va faire donc du déprocessing, de la rétro-engineering comme on en parlait tout à l'heure, mais physique. Et donc, on va aller au plus profond des couches de métaux de la puce pour aller prober et récupérer des infos secrètes sans tuer la puce. Donc ça, c'est tout un challenge. Ensuite, on a ce qu'on appelle des attaques semi-invasives, où là, la puce, on va pas trop la triturer, on va juste la perturber. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit coup de laser au bon endroit, au bon moment. Parce que juste avant, il y aura quelqu'un qui aura analysé le code, qui va dire, tiens, donc le code, il nous donne ça comme information. Ah, ici, je pense qu'il y a une vulnérabilité qu'on pourrait peut-être exploiter. Il donne le code à un électronicien ou à celui qui va faire les évaluations par perturbation. Donc, parce que dans un CESTI, il y a vraiment tout type de compétences, de l'informatique jusqu'à la chimie. Et donc, l'attaquant, donc l'évaluateur, va mettre son petit coup de laser au bon endroit, au bon moment, donc avec une synchronisation bien adaptée. Et là, il y a un transistor quelques transistors qui vont être perturbés, et l'algorithme cryptographique qui est à l'intérieur, il va être perturbé et il va nous dévoiler des secrets qu'il ne voulait pas dévoiler à la base. Et puis après, il revient dans son état normal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques semi-invasives. Et il y a les attaques non invasives, donc c'est celle-là qui nous intéresse dans le cadre de l'IA, ce qu'on appelle des attaques par observation ou par canaux auxiliaires, où là, on va juste écouter le composant. C'est-à-dire qu'on va donc faire exécuter des algorithmes cryptographiques, donc des algorithmes de sécurité qui sont implémentés dans le composant. On va les exécuter et en entrée, on va donner plein de messages d'entrée et avec plein de clés secrètes différentes. Et en sortie, il va y avoir des émanations électromagnétiques en fait, du composant qu'on va capter via une sonde électromagnétique. On a tout un oscilloscope, un ensemble donc d'un système qui va nous permettre de capter ce signal électromagnétique et en récupérer un signal. On va faire ça des milliers, voire des millions de fois. Donc ça, c'est exigé également par les schémas de certification. On doit faire ça sur des millions de signaux. Et après, sur ces signaux-là, on va avoir des méthodes statistiques qui vont nous permettre de retrouver des informations sur la clé secrète, sur des données secrètes du composant. Et c'est là que va intervenir l'IA, parce qu'en fait, plutôt que d'utiliser un modèle, parce qu'en fait, on est obligé de faire des hypothèses. Tout à l'heure, on parlait des bases de données, et après, donc, on parlait de l'importance du modèle qui est choisi derrière. Donc, si on a un modèle qui est très simple, on n'a pas besoin de faire de l'IA. Mais par contre, si on n'a aucune idée du modèle, là, dans ce cas-là, l'IA, le réseau de neurones prend tout son sens. Et c'est là qu'on a implémenté donc des réseaux de neurones afin de traiter cet ensemble, de multitude de signaux d'émanations électromagnétiques et donc de sortir des informations secrètes à partir de là. Donc ça, c'est une des applications, une des attaques possibles par IA, donc, qui a été vraiment développée et challengée par les schémas de certification récemment. Donc là-dessus, l'ANSSI a publié des bases de données qui ont permis aussi de faire progresser les attaques sur le terrain. Et puis nous, les CESTI, donc les laboratoires d'évaluation, nous, évidemment, on a un terrain de jeu qui est assez conséquent puisqu'on a notre propre base de données à l'intérieur de notre laboratoire. Et je voulais aussi juste mentionner, alors, qui n'avait vraiment rien à voir par rapport aux attaques par observation, mais il y a aussi d'autres types d'attaques parce qu'on on a eu aussi un petit peu affaire à ce genre de choses-là. Mais par exemple, Nadia, on a beaucoup parlé tout à l'heure par rapport à tout ce qui est biométrie vocale et reconnaissance vocale. Donc ça, typiquement, nous aussi, on travaille sur la création de nouvelles attaques pour les capteurs de biométrie vocale. Donc ça, c'est encore un type d'application et je pense qu'il va y avoir encore d'autres attaques qui vont sortir à base d'IA. C'est loin d'être fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur l'impact de l'IA sur la cryptographie ? Alors, de toute façon, tout a un impact sur la cryptographie. La cryptographie est en perpétuelle évolution. Donc, de toute façon, on est toujours challengé pour que les algorithmes de cryptographie évoluent au cours du temps en fonction justement des attaques. Je vais citer évidemment ce sur quoi on est très très challengé ces derniers temps, c'est la cryptographie post-quantique, où là en effet, les nouvelles technologies obligent la cryptographie également à évoluer, donc les implémentations sont de plus en plus tournées vers la cryptographie post-quantique. Et oui, forcément, les algorithmes de cryptographie sont faits en fonction des attaques potentielles que l'on a sur le terrain. Et pour entrer un peu plus en détail, sur quoi teste-t-on les capacités d'attaque d'une IA ?
Alors là, justement, donc j'avais plus ou moins répondu à la question avant, puisque dans le cadre d'un laboratoire d'évaluation, on a cette chance-là d'avoir une base de données réelle et réaliste, et puis très variée, parce que voilà, il y a les développeurs nous faisant confiance, puisque ils savent que nous, on est dans un milieu très confidentiel, très fermé, on a énormément de données à traiter. Donc l'IA dans les attaques se fait sur des bases de données qui sont donc réelles dans le cadre des laboratoires d'évaluation. Par contre, pour ceux qui font de la caractérisation, donc comme je vous disais tout à l'heure, là, ceux qui aident les développeurs à caractériser leurs produits, eux, peuvent avoir accès à des bases de données publiques, donc qui sont évidemment beaucoup moins conséquentes, mais qui sont publiées par l'ANSSI éventuellement. Merci. Alors, on parle de cyberdéfense, donc il y a bien une notion guerrière derrière cela. Est-ce qu'il faut disposer d'IA d'attaque comme on dispose justement d'armements de pointe? Est-ce que cela doit être un focus pour la défense française ou est-ce que ça ne l'est pas toujours? Ça doit être un focus pour la défense française, oui. Alors, peut-on pirater une IA et par quel biais et dans quelle visée et pour quelles conséquences concrètes? Alors c'est quelque chose qui a été mentionné déjà précédemment l'intervention. Je vais en reparler un petit peu. Il y a plusieurs attaques qui existent, qui visent l'IA particulièrement. Notamment le fait on peut l'empoisonner, parce que les modèles ont besoin d'être appris sur les données, et si un attaquant réussit à manipuler ces données, il peut faire perturber le modèle. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'évasion, c'est-à-dire par exemple le détecteur veut savoir si ici ce paquet est malveillant ou pas, et via des petites modifications discrètes, complètement changer la prédiction d'un réseau de neurones en dépit du fait que 99,9% du paquet n'a pas changé. Et également une autre attaque, peut-être qui nous concerne moins en cybersécurité, c'est tout ce qui est extraction d'informations. Par exemple, vol de modèles, qui est très important dans le cas où il y a une propriété intellectuelle, ou alors même extraction de données d'apprentissage. J'ai accès au modèle, typiquement par exemple un modèle médical, et potentiellement je peux récupérer des informations sur des dossiers médicaux qui ont été utilisés lors de l'apprentissage. Ou je peux essayer de savoir est-ce que telle personne faisait partie des données d'apprentissage. Alors la question de l'empoisonnement, pour revenir un petit peu là-dessus, je pense qu'elle a quand même un intérêt particulier pour la cybersécurité parce qu'il y a beaucoup de domaines où on pourra nous dire oui d'accord, mais il faut quand même que l'attaquant ait accès aux données pour les empoisonner. C'est quand même une certaine hypothèse. Sauf que nous, on est dans un cas où, quand on veut apprendre à reconnaître des attaques, on a bien besoin d'attaques à un moment. En tout cas, assez souvent. Et donc, du coup, on a besoin d'apprendre des modèles avec des données qui viennent fondamentalement d'attaquants. Ça, c'est un problème réel pour l'analyse de malware, par exemple. Pour analyser des malwares, du coup, on prend des applications légitimes, ce qu'il y a par exemple par défaut sur Windows, plein d'applications, et puis des malwares. Les malwares, ils viennent de ce qu'on a trouvé. On a un collaborateur industriel dont je tairai le nom qui est un peu ennuyé parce qu'il se rend compte que les malwares qu'il récupère d'Internet, là où il peut en trouver, clairement sont faits pour attaquer son modèle de détection qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose où fondamentalement, on peut pas vraiment. C'est difficile de se protéger contre ce genre d'attaque. Par définition, les données viennent de l'attaquant. Ça, c'est un premier volet. Je suis pas sûr que ça s'applique beaucoup à la détection des attaques dans les réseaux. Également, pour l'évasion, c'est également assez utilisé pour l'analyse de malware. On a beaucoup d'outils qui permettent de modifier des malwares pour qu'ils ne soient plus détectés comme tels. Donc ça, pareil, c'est un domaine de recherche qui est en plein développement. Et malheureusement, les attaquants, on a des observations où clairement ils font ça. Il y a un site très connu qui s'appelle Virus Total qu'on utilise beaucoup pour savoir si un programme est malveillant ou pas. Et le fonctionnement, c'est que derrière, il y a une vingtaine d'antivirus et ils regardent par rapport aux différents antivirus qu'ils disent. Les attaquants, ils savent que c'est un outil très largement utilisé et donc du coup, ils prennent généralement, quand ils développent un malware, parfois ils sont bêtes et ils mettent le malware directement sur le site pour voir si c'est détecté. Du coup, nous, on le récupère derrière, donc pas forcément pas très malin, mais parfois ce qu'il fait, c'est qu'il fait des petites modifications sur son programme jusqu'au moment où c'est plus détecté comme quoi que ce soit. Et là, il se dit, ah, c'est bon, a priori, si je continue à faire quelques modifications sans l'envoyer sur le site, j'ai bonne confiance pour que ce malware-là ne soit pas détecté. Donc là, ce sont des attaques qu'on voit très concrètement, en tout cas en analyse de malware. C'est vraiment une menace. Merci.
Comment jugez-vous les solutions en cybersécurité aujourd'hui qui intègrent de l'IA? Est-ce qu'il y a un effet marketing waouh derrière certaines? Pierre, plutôt Alexis et Pierre-François. Je vais commencer. Alors, il faut être effectivement. C'est une question assez délicate parce qu'il y a bien sûr de l'effet waouh. Il y a. Voilà, je pense qu'on a tous été amenés à fréquenter des solutions extrêmement jolies avec des courbes en temps réel, en 3D, et puis en creusant un petit peu à se rendre compte que les primitives sous-jacentes étaient tout simplement pas au niveau de l'interface graphique. Après, il faut être doublement prudent dans ce sujet parce que on peut faire les choses très bien. Il vaut mieux faire les choses très bien avec des primitives un peu datées, comme les réseaux bayésiens, que faire les choses très mal avec des primitives qui auront encore plus d'effets waouh, Deep Neural Networks, Graph Neural Networks. Et tout est possible en fait. Il y a des gens qui font très mal avec des mauvaises primitives, très bien avec des mauvaises primitives, enfin des anciennes primitives, très mal avec des nouvelles primitives et très bien avec des nouvelles primitives. Donc il faut aller dans les détails. Concrètement, on peut très difficilement aller dans les détails. Sur les salons, on rencontre des gens du marketing qui connaissent plus ou moins le sujet et qui auront du mal à nous dire le fonctionnement interne, et c'est pas leur travail. Alors nous, ce qu'on fait, on est curieux, donc on va regarder dans les brevets déposés par les entreprises. C'est un petit peu plus, il y a un peu plus d'informations à y trouver. Mais oui, il y a clairement un effet waouh et il faut tester. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les datasets, c'est-à-dire que on a besoin d'un environnement de référence pour comparer les différentes solutions qui existent, tout simplement parce qu'on ne peut à peu près se fier à rien. Il y a énormément de... Donc il y a tout un vocable, des buzzwords, etc. Mais il y a également une énorme dépendance aux données, comme tout ce qui est intelligence artificielle. Tel système pourra marcher très bien sur tel dataset et très mal sur tel autre. Et les référentiels communs font cruellement défaut, tout simplement. Pierre-François? Oui. Pour donner un exemple, mon laboratoire qui est du coup à Rennes travaille avec des gens de DGA, maîtrise de l'information, qui est à Bru, juste à côté, c'est pratique. Et ils sont confrontés à une problématique qui ils doivent évaluer des scènes de détection intrusion. Et clairement, il y a une différence entre les performances qui sont annoncées sur les jeux de données proposés par l'entreprise et sur leur propre jeu de données. Donc, il y a vraiment une problématique de ce côté-là, et de manière générale, j'ai envie de dire une problématique d'évaluation. Ça revient un petit peu aux commentaires précédents, en tout cas nous qu'on vit dans la recherche on a des jeux de données qu'on utilise pour faire de l'évaluation. On sait que ces jeux de données ont des travers. On fait ce qu'on peut pour les corriger, mais au final, c'est difficile de savoir à quel point on peut faire confiance à nos propres méthodes, j'ai envie de dire, tellement ça peut être difficile. Donc oui, je pense qu'il y a une partie effet waouh, bien sûr, mais il y a aussi une vraie difficulté de pouvoir vraiment évaluer. Merci. Alors, comment s'articule la recherche académique, que ce soit dans le secteur privé ou public, dans l'IA en cybersécurité? Est-ce qu'il y a de la collaboration? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Alors je peux mentionner effectivement, il y a, un certain nombre de collaborations qui ont lieu entre privé et public. Donc déjà entre, j'ai envie de dire même la recherche, vraiment, plutôt, théorique, et même les institutions publiques qui ont des besoins opérationnels. Je parle à l'instant du coup de DGAMI. Et dans le cas de la collaboration privée-publique, alors c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Assez souvent, les partenariats ont la forme d'une thèse cifre, c'est-à-dire c'est un doctorant qui va faire un travail de recherche pendant 3 ans, mais tout en restant employé d'une entreprise. Et donc, il a un peu cette double casquette il a 3 ans pour faire vraiment de la recherche et aller au fond des choses, encadré par des experts du domaine. Mais également, il a également les perspectives commerciales et objectifs qu'il a de côté de son entreprise. Donc ça, c'est généralement des collaborations qui fonctionnent bien. Après, il y a des collaborations qui ne fonctionnent pas, mais comme comme toutes. Et je pense aussi qu'on peut mentionner, donc du coup, dans le plan France 2030, il y a quand même une certaine incitation à développer ces collaborations-là. Et en tout cas, nous, on voit bien qu'on essaye au maximum de développer des collaborations avec autant des grands groupes comme Thales, qui a des besoins d'avoir des solutions certifiables de sécurité, que des startups qui montent de plus en plus et qui appliquent l'IA à la cybersécurité. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, après tout ce que nous venons de nous dire, est-ce que la France accuse un retard? Je peux commencer parce que c'est une question qui fait écho à une discussion qu'on avait avec Grégory.
mon sentiment profond est que non, la France n'accuse pas de retard et j'en veux pour preuve, c'est ce que j'annonçais à Grégory, une étude récente de marché qui nous a conduit à identifier dans l'écosystème français récent 5 entreprises récemment créées pour la détection d'intrusion au moyen de l'intelligence artificielle sur des réseaux, ce qui est énorme comparé au niveau européen et même au niveau mondial. Et puis quand j'ai commencé à donner les noms, ce que je ne ferai pas maintenant, mais à les donner à Grégory, Grégory en connaissait 5 autres, donc on n'est pas loin de 10. Donc oui, la France a une réelle spécificité. Je ne saurais pas à quoi l'attribuer, une certaine excellence au niveau des filières scientifiques universitaires et écoles d'ingénieurs, certainement. Mais en tout cas, on n'a pas à rougir de nos travaux dans le domaine. Merci. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous autres intervenants partagez ce sentiment? Je ne vais pas vraiment offrir une réponse, mais je pense que c'est difficile. En tout cas, à mon niveau, je ne fais pas suffisamment de veille, on va dire, sur le marché français ni européen pour apporter une réponse définitive. De par ce qu'on voit dans l'étude, j'allais dire, de la littérature académique, il y a évidemment beaucoup de travaux qui sont faits hors de France, avec des équipes qui sont très fortes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou même en Chine, sur des sujets d'IA appliqués à la cybersécurité. Derrière, est-ce que ça donne forcément lieu à des innovations qui sont transférées dans l'industrie? A priori, non. Et je le disais déjà hein, par rapport aux détecteurs d'anomalies. En tout cas, en 2021, on trouvait qu'il n'y en avait pas parce qu'il y avait des raisons assez évidentes à cela. Je pense que, et Pierre-François l'évoquait, hein, dans France 2030, il y a tout un volet transfert aussi. Et nous-mêmes, nous sommes dans un projet qui s'appelle Supervise, qui est un projet du PEPR cybersécurité, donc du plan France 2030, où il y a tout un pan de financement pour le transfert techno depuis les innovations techno de l'académie vers les entreprises. Donc c'est qu'il y a forcément et un besoin et aussi une offre, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des entreprises qui vont au moins émerger. Donc si on n'est pas en retard, en tout cas, on va peut-être probablement prendre de l'avance aussi. Merci beaucoup. Alors, il est temps de passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question par rapport au nouveau type d'attaque qu'on observe assez récemment, et particulièrement les attaques LOTL. Est-ce que vous pensez que l'IA peut apporter une solution à ce type d'attaque, vu qu'il n'y a pas de détection de signature, ou est-ce que c'est pas forcément comment dire, la solution la plus adaptée? LOTL, le Living of the Land, les attaques chinoises qu'on a vues par exemple en Australie, au Japon, avec Volt Typhoon. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'analyse de malware n'est pas ma spécialité. Donc, sur Living of the Land, pour peut-être expliquer à l'Assemblée, l'idée c'est que lorsque vous fabriquez un malware, vous allez développer du code. Donc, vous déployez ce code sur la machine que vous souhaitez attaquer, et il va s'exécuter. Pour éviter son exécution, on va souvent, je vais dire assez simplement, réduire le nombre d'appels à des fonctions précises qui sont utilisées par les malwares. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, le malware doit être ingénié de manière à utiliser des fonctions qui, elles, sont disponibles. Donc, d'où le Living of the Land. Okay, alors, de cela, pour les détecter aujourd'hui, donc évidemment, c'est très compliqué. Si on fait des signatures, on ne peut pas vraiment écrire de signatures, comme l'indiquait monsieur dans l'auditoire, parce qu'on va détecter en fait des fonctions qui sont légitimes. Et alors après, comment on va faire la distinction entre ce qui est légitime et illégitime? Ici, on a des comportements probablement qu'il va falloir détecter, j'allais dire des comportements plus complexes, donc pas simplement un appel à une fonction, mais un appel à un certain nombre de fonctions, et ces fonctions peut-être sont appelées dans un ordre spécifique qui peut justement peut-être nous donner une idée que c'est anormal qu'elles soient appelées dans ce sens-là et pas dans un autre. Voilà, ça c'est. J'ai essayé une réponse, mais c'est pas ma spécialité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Bonjour, Sébastien Sivignon, je suis le directeur général du Custosi. J'espère qu'on est une des 10 startups que vous avez identifiées.
Il y a un aspect que j'ai pas entendu dans ce que vous avez dit. Est-ce que vous pensez que des IA, on est d'accord pour dire que les jeux de données sont globalement pourris pour entraîner les IA de défense. Est-ce que des IA d'attaque qu'on créerait nous pourraient, sous le mode des réseaux de neurones adversariaux, entraîner les IA de défense, hein, selon vous? Parmi les travaux sur lesquels on collabore, on contribue, il y a, alors pas forcément d'avoir des IA d'attaque. On pense effectivement à utiliser, on va dire, des algorithmes génératifs pour générer de la donnée. Alors, on l'a fait avec plus ou moins de succès pour l'instant sur des données, j'allais dire légitimes, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du data augmentation, c'est-à-dire que, comme je l'ai remarqué un peu avant, avoir des données légitimes provenant de l'industrie ou des usagers, ben, c'est niette parce qu'elles sont sensibles. Donc, si on arrive à avoir un petit jeu de données sur lesquels on peut ensuite faire tourner ces algorithmes de data augmentation, on va pouvoir créer plus de bruit. Et donc, dans le cadre de l'évaluation, un truc intéressant, c'est quand même aussi non seulement de savoir si on est capable de détecter des attaques, mais si aussi notre outil de détection ne va pas créer trop de faux positifs. Et donc, effectivement, je le disais, avec le détectement d'anomalies, on peut avoir ce problème. Maintenant, sur la génération d'IA d'attaque, enfin, sur l'utilisation d'IA d'attaque, il y a eu aussi un certain nombre de travaux qui ont essayé d'utiliser, on va dire, des frameworks d'attaque connus. Peut-être vous utilisez Metasploit, peut-être vous ne l'utilisez pas, mais afin en fait de les orchestrer, afin qu'ils génèrent des attaques. On peut penser à cela, peut-être à avoir une IA un peu plus connectiviste, où on va créer un certain nombre de règles et créer des graphes d'attaque qui vont être la source en fait de la génération d'attaques. Donc et puis on a un projet qui vient de démarrer récemment où on va s'intéresser aussi à l'usage des LLM pour essayer de faire de la génération d'attaques. Donc, sont tout ça des travaux encore, je pense, prospectifs aujourd'hui. J'ai pas à ma connaissance effectivement d'IA d'attaque, mais on peut imaginer effectivement plus tard que des gens pourront juste générer des attaques en leur écrivant un prompt. Aujourd'hui, il y a déjà des attaques qui sont faites, mais en fait, ça fonctionne vraiment sur le fonctionnement du language model, c'est-à-dire que on a dans la littérature des générateurs d'attaques XSS, et c'est une attaque web extrêmement connue. Et en fait, le chat GPT ou je ne sais pas le LLM qui a pu le permettre a en fait scrappé, donc parcouru plein de pages de forums de développeurs et s'est rendu compte qu'il y avait ici ou là des exemples de XSS. L'évaluation que j'ai vue dans ce papier de recherche montrait qu'ils n'étaient pas très bons pour contourner finalement les défenses ou même pour attaquer des sites sans défense parce que l'exemple qui était produit n'était pas forcément adapté au site. Donc nous, on essaye justement d'aller plus loin que ce type de génération pour avoir des attaques qui sont beaucoup plus réalistes et pertinentes. Si je peux également... Si je peux rajouter juste quelques mots, donc effectivement, la piste que vous évoquez de la coévolution, si j'ai bien compris, donc d'une IA qui génère des attaques et puis une IA qui essaye de détecter des attaques générées, donc de l'adversarial classique, entre guillemets, où le but c'est d'arriver à une excellente détection, mais en corollaire, on va se trouver avec un déchet, entre guillemets, qui est une IA très forte pour générer des attaques. On l'a exploré. Alors, on a failli faire un papier, puis on s'est dit que philosophiquement, c'était pas bien, on l'a pas fait. Il faut bien la guider quand même, l'IA générative, parce que sinon, elle peut vouloir générer des paquets qui n'auront pas de sens. Par contre, en la guidant bien, oui, on peut arriver à certains résultats, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Voilà, mais c'est sans doute une piste à creuser. Et je vois qu'on suit les mêmes pistes avec Grégory, puisque sur l'utilisation du LLM pour faire générer des attaques, je pense que nous, ça nous intéresse aussi parce que la génération de datasets, alors on a dit beaucoup de mal des datasets grand public existants. Ils sont rares, ils sont en général imparfaits. Pour nous, la première partie de nos travaux, c'est les améliorer, rebalancer les classes, éliminer les trivialités. Néanmoins, ils sont indispensables parce qu'on a besoin d'un référentiel et on prend le moindre mal. Mais c'est vrai qu'être capable de générer des référentiels à la volée
ce qui est une tâche ingrate, configurer toutes les VM, faire en sorte qu'elles communiquent de telle ou telle manière. Et là-dessus, en plus du trafic anodin, faire rajouter le trafic malveillant qui correspond à telle ou telle description en langage courant d'une attaque. Oui, ça me semble un bon cas d'usage pour les LLM, ni trop ni trop peu. Voilà, personnellement, je ne pense pas que ça soit révolutionnaire et qu'on aille vers des choses absolument innovantes via leur mise en œuvre. Mais là, on est vraiment sur un cas d'usage qui me paraît tout à fait dans leur corde aujourd'hui. Je vais également présenter d'autres cas où votre idée est appliquée. Par exemple, j'ai dit précédemment, les IA elles sont généralement, on peut faire de l'évasion, c'est-à-dire qu'on modifie un petit peu l'entrée et zut, maintenant le détecteur il dit que tout va bien. Une façon de se protéger à ce qu'on appelle donc l'apprentissage adversarial, c'est on utilise une IA pour créer ces variantes de paquets ou de malware qu'on va ensuite après utiliser pour faire de l'apprentissage de modèles. Et en fait, ce modèle qui va être appris avec ces exemples d'attaques sera beaucoup plus résistante contre ces attaques-là. Donc ça, typiquement, c'est une défense classique contre ces attaques par évasion. On a également des projets dans mon équipe de recherche, justement, d'automatiser l'attaque. Alors, on ne fait pas de l'attaque, on fait du pen test, on fait de l'audit. Mais l'idée, finalement, on se rejoint un petit peu. Et là, notre approche ne se base pas sur des LLM. Ça passe sur l'apprentissage par renforcement, qui est un petit peu mentionné précédemment par Anne, où on a une IA qui va faire une action dans un environnement et suivant si ça marche ou pas globalement, elle va recevoir une récompense et au fur et à mesure, en faisant plein d'essais-erreurs, elle va petit à petit découvrir les bonnes stratégies sur, par exemple, faire un pen test web. Tiens, sur quelle page il faut plutôt que j'y aille, quel formulaire il faut que je manipule et ainsi de suite. Dans l'objectif après de pouvoir se défendre contre ce genre d'attaque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Je me posais la question, quel était le rôle de l'anonymisation des données? Je parle notamment des solutions qui peuvent exister sur le marché comme Snowpack, dans le traitement des données. Je peux dire 2 mots sur Snowpack parce que c'est une startup qui est chère à mon cœur puisqu'elle a essaimé de mon laboratoire il y a un petit peu moins de 3 ans. Donc effectivement, l'anonymisation des données est capitale. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'objet d'une attaque, on n'en est pas fier, et surtout si l'attaque a été couronnée de succès, c'est pas quelque chose qu'on a envie de rendre public. Mais inversement, chaque entreprise a besoin du partage d'expériences des autres entreprises qui ont fait l'objet d'attaques, qu'elles aient été couronnées de succès ou non. Et donc, on rentre dans le domaine de la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire mettre en commun ces retours d'expérience. Il m'est arrivé telle chose, j'ai subi telle attaque, elle semblait nouvelle, j'ai pu la détecter avec tel système, j'ai eu des dégâts à tel niveau. Donc, on a à la fois une nécessité de partager de l'information, et en même temps, pour chaque participant amené à partager l'information, la volonté de ne pas la partager et le besoin de la garder pour lui. Et donc c'est là qu'interviennent des solutions d'anonymisation fortes dans lesquelles la personne, l'entreprise qui a fait l'objet d'une attaque voudra avoir l'assurance que ce qu'elle partage est absolument anonyme. Voilà. Et c'est là qu'intervient Snowpack, donc, qui notamment offre un système d'anonymisation très fort qui permet d'échanger des informations en garantissant que personne, y compris la plateforme Snowpack elle-même, ne sera capable de remonter à l'origine de l'émetteur, à l'identité de l'émetteur. De toute façon, en ce qui est de l'anonymisation, ça me paraît important, hein. Tout à l'heure, ce matin, quelqu'un évoquait qu'un rançongiciel arrivait à chiffrer en je ne sais plus combien de minutes, un temps très faible, et que nos équipes de sécurité devaient réagir très rapidement. Après, moi, j'aurais pu dire, faites des sauvegardes, hein, en fait. Donc je pense que l'anonymisation ici, ou le chiffrement peut-être de manière un peu plus profond, est essentiel en fait à la sauvegarde des données que l'on utilise pour l'apprentissage. Et nous, on en aurait besoin effectivement pour pouvoir rassurer en fait les partenaires qui pourraient nous fournir des données en leur disant non, donnez-nous vos données anonymisées puisqu'il existe telle ou telle solution et ça nous permettra d'entraîner nos IA. Donc je souhaiterais vraiment effectivement qu'elle soit un peu plus, on va dire, mainstream, de sorte à ce qu'on puisse engager d'autres collaborations.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, nous allons remercier chaleureusement nos intervenants. Ah, une dernière question. Oui, ça m'est venu en fait sur la base de justement de ce dernier commentaire. Est-ce que la solution, enfin une solution possible, c'est pas de créer des espaces d'échange? Je pense à l'exemple américain où vous avez la NSA qui a créé le Cyber Collaboration Center et qui est en train de créer un centre dédié à la sécurité de l'IA sous l'ombrelle du Cyber Collaboration Center. Et en fait, ça me fait me dire que vous allez mettre dans le même espace les grosses entreprises qui aujourd'hui sont impliquées dans le partage d'informations avec la NSA pour améliorer leur sécurité, avec des startups d'IA. Donc vous allez créer un espace dans lequel vous allez potentiellement avoir des entreprises qui vont pouvoir fournir leurs données à des PME qui vont développer leur modèle d'IA, qui ensuite en feront profiter les entreprises pour améliorer leur système de DR, etc. Et donc finalement, est-ce qu'en France, vous pensez qu'on a déjà des espaces d'échange comme ça dans l'écosystème ou qu'il faudrait en créer et quelle forme ça pourrait prendre? Oui. Je pense que votre proposition est, effectivement très intéressante et que c'était évoqué aussi hein, un peu plus tôt dans une autre table ronde. Si on a effectivement un écosystème un peu fermé où tout le monde est d'accord, tout le monde se fait confiance, ça ne pourra être que bénéfique. Et j'espère que voilà, votre commentaire sera entendu et qu'on pourra remonter ce genre de besoin. Je me fais quand même la réflexion que en fait, si on a des IA et qu'elles sont ensuite utilisées en production et que les attaquants peuvent communiquer avec, c'est-à-dire à des fins d'évasion, par exemple, tester, en fait, on a découvert qu'il y a d'autres attaques, alors de type, on a parlé d'inférence de modèle ou d'inférence d'appartenance, qui peuvent être réalisées. Alors, l'anonymisation va probablement permettre de réduire un peu on va dire la capacité à identifier, mais dans notre équipe en fait à SCN, j'ai dit qu'on avait des gens qui travaillaient en protection des données et qui étudiaient aussi les questions, même en cas d'anonymisation ou de pseudonymisation, quelle serait la capacité d'un attaquant à faire justement du lien. Alors en anglais, on va parler de propriété d'unlinkability, c'est-à-dire que si vous avez des données qu'elles sont anonymisées ou pseudonymisées, est-ce que on ne sera pas capable justement de les lier à d'autres données? Et c'est pas, enfin c'est un problème de recherche, je vais pas dire, enfin qui est ouvert hein, évidemment. Une dernière petite anecdote sur, on parlait de course à l'armement aussi. Je pense que c'était évoqué un peu dans la discussion entre Monsieur là-bas et Alexis. Donc les attaquants vont essayer de faire des attaques d'évasion, d'empoisonnement. Nous, on va proposer justement des contre-mesures à l'évasion, à l'empoisonnement. Et puis récemment, il y a un papier qui a été publié sur Archive, qui est une base de données de publications non encore publiées, enfin d'articles non encore publiés. Et cette équipe a trouvé en fait un moyen de changer de paradigme de l'attaque. Ok, vous avez réussi à trouver une nouvelle défense, on va pas essayer de faire une attaque qui est encore plus forte. On va utiliser votre défense pour faire fuiter de l'information. Et donc, ils ont trouvé des canaux auxiliaires pour pouvoir faire fuiter de l'information. Donc sur les données qui ont servi par exemple à l'entraînement, sur les données du modèle, et pas forcément pour contourner le modèle de détection et de classification. Donc c'est aussi des choses auxquelles il faut faire attention quand on modélise l'attaquant, quand on fait l'analyse de risque, c'est que peut-être en fait finalement l'objectif de l'attaquant, il est différent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien donc on remercie chaleureusement les intervenants de cette table ronde.